Coucou vous. Dans ma dernière vidéo, j'ai évoqué en introduction un recueil de nouvelles dédié à Howard Phillips Lovecraft, pour lequel j'avais écrit un texte mais qui avait été refusé. Je me suis donc logiquement dit, me proposant une sorte de web-série audio, voyons. Voilà donc le premier épisode test. Si ça vous plaît, laissez-le moi savoir et régulièrement il y aura un épisode, peut-être même d'autres textes à l'avenir. Ce serait quelque chose en 4 parties, car 4 chapitres pour un total de 13 pages dans la nouvelle de base. Logique. Évidemment, vos retours seront toujours très importants. Dans ce texte, j'ai essayé de choper le style de Lovecraft. Je ne sais pas si je suis arrivé, mais j'aime bien ce texte, et je trouve que c'est une façon originale de le partager. Je vous laisse donc le découvrir, et à très vite. « 18 octobre 1916, 21h32. Les événements qui se déroulèrent de l'été 1915 à l'automne 1928 et leurs étranges impressions de réalité furent à la fois les heures les plus sombres et les plus merveilleuses de ma vie. Si bien qu'encore aujourd'hui, lors de mes rares moments de liberté, il m'arrive de me demander si tout aurait pu être différent si je n'avais pas passé ma vie à faire si grande importance aux choses les plus minimes de mon environnement. Les médecins et aliénistes se succédant à mon chevet, dans cette maison de repos où je suis reclus de mon propre gré, dans l'attente de la délivrance que m'apportera sûrement la mort, restent circonspects quant à la nature même de mon récit. De l'incroyable quantité de détails dont je fais preuve lorsque, une fois encore, je me retrouve devant une congrégation d'hommes de science à devoir compter mes années perdues, dans une réalité de part bien plus douce que celle dans laquelle je me trouve enfermé aujourd'hui. Si je me permettais de ressortir une véritable conclusion des feuillets dont j'avais pu apercevoir quelques lignes griffonnées, ou depuis les bribes de conversation surprises au détour d'un couloir, elle serait la suivante. Les esprits les plus brillants de cette partie du monde restaient incapables de me déclarer autrement qu'entièrement saint d'esprit. Et à mon plus grand malheur, je devais me résoudre à en convenir. Et pourtant, Dieu me pardonne. J'aurais préféré que ma raison s'en fût allée en même temps qu'Éléonore et Daniel, car les affres insondables de la folie sont préférables à celles, plus terrifiantes encore, de la sanité. Je m'appelle Alexander William Liddell, et si d'apparence je suis âgé de 21 ans, je jure solennellement que mon esprit est celui d'un homme ayant vécu 13 années supplémentaires, s'étant purement et simplement évaporé, me ramenant à cet âge et ce corps trop jeune. Je suis né le 12 septembre 1895 dans la petite ville de Broadhaven, au sein de laquelle reposeront sans aucune hésitation mes ossements, aux côtés de ceux de mes ancêtres. Cette petite ville côtière est un véritable joyau, séparée par une grande vallée montagneuse et verdoyante de la bien trop sombre Arkham à l'est et de la maudite Innsmouth à l'ouest, dont le simple fait de nommer cet endroit suffit à provoquer quantité de frissons aux hommes les plus anciens et les plus sages. Broadhaven est constamment baigné de lumière et ses habitants reflètent une véritable joie de vivre, comme si les sordides malheurs du monde ne les atteindraient jamais. Pour certains, cela était dû aux différentes senteurs exotiques des cargaisons inondant le port, venues des endroits les plus reculés du globe. Pour d'autres, il était question de la proximité même de la mer et de ses bienfaits naturels. Quoi qu'il en soit, la population gardait constamment le sourire et, fait étonnant s'il en était, les étrangers, bien que rares, n'étaient jamais malvenus. Des Noirs et des Asiatiques circulaient parmi les hommes blancs, sans jamais se faire juger, moquer ou insulter. Des Sémites tenaient des échoppes ou occupaient des postes prestigieux sans que jamais leur origine ne soit mise en cause de leur quelconque réussite. Pourtant, et bien que nous faisions alors preuve d'une tolérance dont je crains que l'humanité n'arrive jamais à égaler au cours de son règne sur Terre, nous nous mélangions guère. Les hautes et les petites classes vivaient en harmonie, mais chacune restait à sa place sans que jamais cet état de fait ne fût cause de débat. Les bâtisses étaient diverses et variées, démontrant dans la partie la plus ancienne de la ville une fascinante diversité ethnique et architecturale, donnant l'impression nette que nous appartenions à une civilisation noble et oubliée des livres d'histoire. Nous étions des privilégiés, et de ce fait en étions parfaitement conscients. C'est pour cela que les natifs de Broadhaven voyageaient peu et gardaient autant que faire se peut le secret sur tout cela. Du moins, c'était de cette façon que les choses se déroulaient du temps de nos aïeux. Pour ceux de ma génération quittant peu à peu l'âge de la naïveté pour entrer de plein pied dans celui plus ingrat des adultes, les choses sonnaient différemment.
L'extérieur nous paraissait bien intrigant et, dans une implacable suite logique, bien plus séduisant que ce que nous connaissions jusqu'alors. Nous rêvions secrètement de nous embarquer à bord de l'un de ces majestueux navires prenant le cap les dieux savaient tout. Plus audacieusement encore, d'emprunter une automobile et de rouler au-delà de la cité pour fouler une autre terre et respirer un autre air que celui dont on nous vantait tant les mérites. Lorsque, entre garçonnets puis adolescents, nous évoquions ces idées folles, il n'était pas rare que le rouge nous montasse aux joues, à l'idée de rencontrer en chemin une de ces femmes mystérieuses et pâles, bien que spectrales mais envoûtantes, hantant les récits enfiévrés de peau. Car la littérature de cet homme nous offrait de formidables escapades intellectuelles. Mais c'est presque avec un regret que je rédige ces lignes. Nos destins étaient pour la plupart tout tracés. Dès notre plus jeune âge, nous étions promis à d'autres héritiers de Brundhaven, issus de la même classe sociale que nous et ayant grandi dans les mêmes sphères, de la même éducation en somme. Et cela, lorsque nous étions confrontés à cette triste réalité, nous plongeait parfois dans les méandres de la mélancolie car nous réalisions que nous n'étions pas maîtres de notre destin et ne le serions jamais vraiment. En ce qui me concerne, ma promise, Elizabeth Ward, était la fille de Charles Luther Ward, un riche notaire à l'épaisse barbe noire piquetée de fils blancs et aux sourcils broussailleux. Et j'avoue que, pour ma part, je n'étais pas le plus mal loti parmi mes amis. Depuis sa plus tendre enfance, il était évident qu'Elizabeth était condamnée au tourment que seule l'exceptionnelle beauté peut offrir. Ses grands yeux bleus et son nez mutin sous une longue chevelure d'or en avaient fait la future épouse idéale dont tout gentilhomme se devait de rêver. Son érudition était aussi étonnante et les moments que nous partagions jusqu'à l'adolescence étaient absolument délicieux. Mais, et je l'appris moi-même quelques années plus tard, durant les événements m'ayant conduit à ma retraite volontaire, la vie n'offre jamais rien sans en demander un certain prix en retour. Elisabeth était d'une santé extrêmement fragile et sortait peu. Régulièrement alitée, je me souviens des heures que je passais à son chevet à lui faire la lecture. Puis un soir, alors qu'elle approchait les 17 printemps qui scelleraient nos fiançailles, nous apprîmes que la maladie pulmonaire qui l'affaiblissait depuis tant d'années avait pris le dessus sur elle. Durant l'inhumation, alors que nos deux familles respectives faisaient de leur mieux pour se soutenir mutuellement, je ne comprenais que trop bien ce que signifiait le décès de l'éternelle jeune fille aux yeux myosotis. Par sa mort, je venais de gagner une liberté dont ne jouirait probablement jamais aucun autre jeune homme de ma connaissance. Ce n'est pas sans honte que je confie tout cela, mais à l'époque, sous le vernis fragile du deuil de circonstance et la réelle peine d'avoir perdu une amie chère, l'excitation d'être débarrassé de l'encombrante tradition de Brundhaven m'emplissait d'une joie presque macabre. Ces événements que je relate à la lueur d'une bougie sur une machine à écrire, une simple Remington que mes parents m'ont fait porter, n'ont pour l'instant pas grand-chose à voir avec l'indicible fragment de ma vie disparue m'ayant psychologiquement détruit. Pourtant, il me semble nécessaire d'en faire le récit. Alors que mes doigts enfoncent les caractères et que résonnent dans le silence le bruit régulier de la machine, il m'arrive encore d'apercevoir Daniel du coin de l'œil, agitant les bras dans ma direction, remuant les lèvres dans une plainte muette et inintelligible, mais lorsque mon regard tente de le capturer, il disparaît de ma vue. Le désespoir menace de m'anéantir complètement.